10 ans après le déclenchement de la crise anglophone au nord-ouest et au sud-ouest du Cameroun, les morts se comptent toujours dans les rangs des forces de défense et de sécurité et des populations civiles. Boko Haram n'a pas dit son dernier mot à l'extrême nord et dans tout le Cameroun. La vie chère fait suffoquer le peuple, des indicateurs d'un mal-être généralisé susceptible de créer des foyers de tension. A tout dit, le remaniement ministériel est bloqué 9 mois après l'élection présidentielle. Le président est en passe lui-même de battre le record du séjour de longévité en terre étrangère après 49 jours passés en Suisse en 2014. Nul ne sait quand reviendra le président Paul Biya, record qu'il devrait battre s'il n'est pas de retour avant la fin de cette semaine. Pour le gouvernement, c'est un court séjour privé et tout va bien. C'est un murmure, une vacance au pouvoir à constater, tandis que les responsables du RDPC sont attendus d'urgence à Yaoundé pour une réunion de crise. L'attente, elle se fait longue. Quelle explication donner à ces éléments et à ces événements? À quoi faut-il s'attendre dans les jours et mois à venir? Naya TV donne la parole à un militaire, expert international en communication stratégique, sécurité, défense et gouvernance. Il a coordonné le réseau communicationnel des armées et de la gendarmerie du Cameroun. Didier Badjek est l'invité de Sans Tabou. Docteur colonel Didier Badjek, bonjour. Bonjour. Merci de recevoir Naya TV chez vous. C'est un plaisir de vous recevoir pour la première fois ici. Et j'apprécie à sa juste valeur tout le travail que vous faites dans ces interviews à bâton rompu. Vous n'avez pas de tabou. C'est une bonne chose. Je voudrais quand même mettre en place les conditions de notre travail. Je ne suis pas un militaire en fonction, parce que les militaires en fonction ont un devoir de réserve. Je suis à la retraite depuis maintenant 7 ans et que je suis libre de mes pensées, mais sous réserve qu'elles restent contenues dans un confort quand même qui représente le militaire discipliné que j'ai été. Mais je parle avec sans recul des problèmes de la société. D'ailleurs, je suis à la tête d'un cabinet stratégique d'études, ce qui fait que je suis obligé de rester dans cet esprit scientifique. Je préfère avoir une neutralité politique aujourd'hui, du fait que je pense que mon esprit scientifique reste toujours largement au-dessus des appréciations idéologiques qui, pour le moins, me semblent être subjectives par contre, et que je voudrais rester moi-même. Mais sinon, je reste toujours impressionné par une forte condition, une forte nature républicaine et citoyenne. Merci beaucoup. La tradition sur Sans Tabou voudrait qu'on présente l'invité à nos téléspectateurs internautes pour qu'ils puissent s'en imprégner. Vous êtes donc expert en communication stratégique, défense et gouvernance. Vous êtes fondateur et président directeur général du cabinet Cameroun Consulting and Prospective. Vous avez été chef de la division de la communication au ministère de la Défense entre 2013 et 2018, au cœur des braises entre Boko Haram et bien sûr la crise anglophone. Vous avez été également conseiller numéro 1 dans le même département ministériel de 2018 à 2019, année à laquelle vous avez donc pris votre retraite. Sur le plan académique, vous êtes titulaire d'un doctorat PhD en sciences politique, spécialiste des armées africaines et des menaces émergentes. Vous êtes diplômé de 4 masters, si j'ai bonne mémoire. Vous avez un master en relations internationales, un autre en droit fondamental, en management public et en communication. C'est bien ça? C'est cela. Bien, merci beaucoup. Vous êtes un produit de l'EMIA, l'école militaire interarmée du Cameroun à Yaoundé, et surtout de l'Institut aéronautique à Nori de la Grande, où vous avez obtenu un brevet de pilote professionnel IFR, c'est bien cela, officier et chevalier de l'ordre de la valeur. C'est un tout petit peu le condensé que nous avons pu faire de votre très long CV, et je rappelle que vous avez donc affiché votre neutralité politique pour pouvoir observer de manière plus objective les faits et la société camerounaise. Question de mise en bouche, parce que même si vous n'êtes plus militaire en fonction, vous restez mobilisable, c'est bien cela? Non, je ne suis plus mobilisable.
parce que j'ai épuisé déjà mes 3 années de réserve mobilisable. C'est pour ça que je vous dis que je suis totalement libre. Parce que si jamais j'étais encore mobilisable, je me garderais de pouvoir m'exprimer. D'accord. Mais nous ne disons rien en stratégie, nous ne disons rien de grave. Au contraire, nous sommes des aides à la décision et ce que nous produisons rentre en droite ligne, n'est-ce pas, de ce que nous avons étudié dans notre environnement. Merci pour cette précision. Donc nos téléspectateurs comprennent parce que nous travaillons beaucoup plus sur le volet pédagogique. On comprend que lorsqu'un militaire a pris sa retraite, il est mobilisable sur les 3 années qui suivent et après cela, il est libre. Tout à fait. Merci mon colonel pour ces précisions. Question donc de mise en bouche. Le chef des forces armées de défense est au Cameroun est hors du Cameroun depuis le 7 juin dernier et beaucoup estiment qu'il y a vacance au pouvoir. Vous, le stratège, comment est-ce que vous lisez cette absence? Et je le disais à l'introduction, si à la fin de cette semaine, le président n'est pas de retour, il aurait donc battu le record de longévité de séjour hors du pays. Le stratège ne s'accorde pas à regarder des détails, des rumeurs et tout le reste. La première question que je pose, est-ce que sur le plan constitutionnel, il peut se trouver en Europe après 49 jours, après 50 jours. Donc nous savons très bien qu'au niveau de la Constitution, il n'y a pas un corpus juridique qui encadre, n'est-ce pas, le déplacement du chef de l'État à l'étranger pour justifier une vacance, n'est-ce pas, du pouvoir. Mais regarder comme ça serait peut-être aussi une fuite en avant. Moi je pense que ce déplacement manque peut-être de la rigueur d'une communication assise, d'une communication institutionnelle qui pourrait être capable de pouvoir tranquilliser l'opinion publique qui se demande en réalité où est passé le chef de l'État parce que pendant cette période, il n'y a pas d'information. Il ne faudrait pas que les gens pensent que le chef de l'État s'appartient. Le chef de l'État ne s'appartient pas, il a été élu par un peuple et qu'il est tout à fait légitime pour l'opinion de se poser des questions. Et même pour ceux qui le soutiennent, et également pour ceux peut-être qui vont trouver par là une brèche pour pouvoir remettre sur la table certains éléments qui sont de nature à détruire, n'est-ce pas, cette gouvernance. Alors moi je pense que ce n'est pas un sujet tabou, et je pense aussi que les stratégies de communication que l'on devrait utiliser en pareille circonstance devraient se baser non pas sur le déni, mais sur le consentement, expliquer ce qui se passe. Donc maintenant, les gens sont dans des suppositions, il y a tout plein de rumeurs macabres qui passent, on le tue, je pense qu'il a 12 vies, parce que au fur et à mesure que les rumeurs le tuent, l'assassinent ou bien font autre chose, ça crée quand même, il faudrait que l'on sache que l'opinion existe. On ne peut pas gouverner sans cette opinion qui aujourd'hui ne joue plus le rôle qu'elle jouait avant parce qu'elle était assez transparente. Mais aujourd'hui, l'opinion voudrait jouer dans notre monde moderne un autre rôle qui passe même souvent au-delà, n'est-ce pas, de Est-ce que cette opinion n'est pas perdue du fait de manque de communication? Eh bien, écoutez, vous enfoncez une porte qui est ouverte. Visiblement, si jamais vous faites une médiascopie ou bien vous analysez un tout petit peu in vivo l'opinion, vous allez vous rendre compte qu'il y a une sérieuse inquiétude, il y a une résignation ou alors même il y a une préoccupation pour ceux-mêmes qui peuvent être, n'est-ce pas, ancrés sur les institutions, parce que ça peut présenter une certaine fébrilité, surtout en pareille circonstance, en contexte actuel où il y a des incertitudes. Oui, il ne faudrait pas avoir la langue de bois. La difficulté, n'est-ce pas, moi je pense, pour une communication institutionnelle, c'est qu'elle soit concise, elle soit précise, elle soit directive, mais elle soit explicative, pour ne pas laisser libre cours aux interprétations. Certaines personnes vont me dire, sur un ton totalement politique, vous n'avez pas le baromètre qui juge, n'est-ce pas, de la gouvernance de ci ou de ça. Ça, moi je trouve que c'est tout à fait irresponsable. Nous vivons au jour le jour cette gouvernance, l'opinion porte, n'est-ce pas, son regard qui peut être qui peut juger aussi, en bien ou en mal. Et moi je pense qu'à partir de ce moment, il faut être capable, n'est-ce pas, de réduire les imaginations, les narratifs et les rumeurs.
Jugez donc les imaginations, les narratifs et les rumeurs. Le colonel Didier Badiek donc est l'invité sur Sans Tabou et donc on rentre de plein fouet dans cette émission. On l'a dit à l'introduction, vous êtes expert international en communication stratégique. Il y a un tas d'événements qui alimentent la vie au Cameroun depuis plusieurs années maintenant. Quel est le regard que vous portez sur la situation actuelle du pays? Je pense qu'au niveau de l'opinion, il est tout à fait légitime qu'elle puisse s'inquiéter des situations. Comme j'ai dit tout à l'heure, il n'y a pas de sujet tabou. Et nous sommes dans un système démocratique où il y a une liberté de la parole, il y a une liberté de la pensée. Et vous n'allez pas empêcher aux gens de s'inquiéter d'une situation. Il y a un certain nombre donc il y a un faisceau d'enjeux et de défis qui se posent et qui s'accumulent et qui vont s'accumuler davantage tant que, n'est-ce pas, l'institutionnel ne va pas leur accorder le temps et les réponses qui sont idoines. Et c'est un peu dans ce sens-là qu'on peut avoir beaucoup d'interrogations sur l'incertitude institutionnelle et la gouvernance. Il y a, vous savez très bien qu'il y a une ligne directrice qui revient presque tout le temps. Je n'aime pas analyser les rumeurs. Et déjà sur l'alternance politique, on sait très bien que le chef de l'État aujourd'hui a un certain âge et que bien sûr un jour il quittera, quel que soit le cas, et que est-ce que cette visibilité institutionnelle est déjà tracée quant à cette alternance également, que vaut aujourd'hui les décrets qui ont prévu, n'est-ce pas, la nomination d'un vice-président, ainsi de suite, que vaut la gouvernance. Ça, ce sont des questions que les Camerounais se posent. Je pense que les renvoyer toujours, n'est-ce pas, dans un ton politicien, est non seulement une fuite en avant, mais c'est une irresponsabilité de ceux qui détiennent, qui gèrent ces secteurs. Et si jamais ils avaient fait leur travail normalement, il n'y aurait pas de question. Une sectorielle est faite pour animer. En réalité, même dans le sens du management général, les réponses sont accordées, n'est-ce pas, par les cellules de communication des sectoriels. Et moi, je pense que, très honnêtement, la communication institutionnelle devrait mieux se structurer avec une architecture suffisamment transparente, en gardant ses canons, ses valeurs, c'est-à-dire la concision, une certaine sobriété, mais quand même des informations directives qui ne font pas chercher le tour et l'alentour à tout moment. Qui est le responsable de cette impasse dans laquelle nous nous retrouvons aujourd'hui? Bien, nous nous trouvons dans Il faut bien établir les responsabilités. Nous sommes dans un paradoxe. Parce qu'en réalité, il y a même des enjeux et défis qui trouvent des solutions. Des défis qui trouvent des solutions, mais avec cette espèce de mutisme et de peur de communiquer, de bien communiquer, eh bien, ces défis restent sans réponse. Les enjeux, aujourd'hui, servent à la gouvernance. Pourquoi? Parce que ce sont des caps qui permettent également à l'opinion de savoir où on les amène. Vous savez, le président offre sa profession de foi à l'orée de l'élection, dans la campagne présidentielle, et en réalité, c'est en fonction de ce qu'il a promis qu'il est élu. Maintenant, il est élu, vous pouvez être rassuré que l'opinion va l'attendre exactement sur la schématisation de parcours qu'il a prévu sur tous les plans, domaine sécuritaire, social, politique et même économique. À partir de ce moment, s'il n'y a pas de repère et puis une évaluation systématique, eh bien ça va poser des problèmes. Parce que derrière ceux qui posent ces problèmes, il n'y a pas forcément la bonne foi. Il y a peut-être une opposition qui veut combattre le pouvoir qui est en place. Et puis moi, j'ai toujours cru quelque chose qui est d'une portée essentielle, c'est que pour moi, l'opposition doit exister. Nous avons un fil conducteur avec votre émission. Nous aurons un moment précis consacré à l'évaluation sur le champ politique avec votre permission. Voilà, c'était juste pour dire qu'elle doit exister, elle doit être consistante pour permettre une meilleure gouvernance, quel que soit le cas. Nous y reviendrons. Le peuple fait quand même preuve d'une certaine résilience. Comment comprendre cette attitude malgré la vie chère, la vie dure, la corruption, la malgouvernance? Un peuple camerounais qui reste toujours résilient. Vous, le spécialiste des stratégies à divers niveaux,
Est-ce que vous avez trouvé une réponse à la résilience de ce peuple camerounais? La résilience camerounaise, vous allez déjà comprendre que l'informel constitue à peu près les 90% de la masse active de la population camerounaise, et qu'à partir de ce moment-là, ça prouve déjà que le peuple, la population camerounaise active trouve des solutions intermédiaires. Donc il y a un ensemble quand même de solutions que celle-ci trouve par rapport à l'environnement, par rapport à la culture et par rapport à certains artifices qui peuvent également venir de l'extérieur, tels que par exemple l'action de la diaspora. Et que le Camerounais en général, c'est un homme qui est travailleur, qui ne se laisse pas aller. Et c'est vrai que certains se réfugient dans une certaine résignation même spirituelle, avec l'augmentation que vous connaissez par exemple des églises réveillées qui donnent des solutions beaucoup plus spirituelles. Mais je pense qu'il y a des mécanismes qui sont créés et qui participent même des mécanismes de résilience, n'est-ce pas? Parce qu'ils ont lu très rapidement l'avenir, et ils ont compris que à partir de maintenant, au regard de la masse critique de ceux qui demandent l'emploi, au niveau de la masse critique de ceux qui sont diplômés, et avec les offres qui sont sur le terrain, eh bien, ils n'ont pas beaucoup à attendre des offres, par exemple, institutionnelles ou alors publiques. Ou alors et là, ils se débrouillent tout seuls. Oui, on va dire que c'est de la débrouillardise, mais il y en a qui se débrouillent bien. Vous allez vous rendre compte qu'ils s'investissent et qui ne font pas forcément ce qu'ils ont appris à l'école. Et ça, c'est à mettre, n'est-ce pas, au compte de la valorisation de l'entrepreneuriat informel du Cameroun. Dans d'autres pays moins complexes que le nôtre, on a parfois vu l'armée prendre ses responsabilités pour défendre le peuple misérable. En quoi est-ce que nos forces de défense et de sécurité contribuent de manière pratique à la préservation de la paix et de la sécurité chez nous? Bon, déjà, je ne sais pas si vous allez arriver à ce niveau. Je voudrais détruire une tendance que les médias ont, ou alors tous ceux qui ont l'adresse publique aujourd'hui, et d'une manière ou d'une autre, de pouvoir donner des coups d'œil latéraux à l'armée pour régler des problèmes politiques. Il faudrait être capable de mener, comme vous dites, une pédagogie qui est sereine, eu égard aux missions qui incombent aux forces de défense, c'est-à-dire la défense de l'intégrité territoriale, et en fait ce sont des missions régaliennes parce qu'elles ne peuvent être faites que par l'État, et aussi la protection des personnes et des biens. Alors nous avons, vous savez, en notre temps, nous avons fait l'apologie, n'est-ce pas, du diptyque Armée-Nation. Nous avons, vous et moi, travaillé assez suffisamment dessus, hein, et que pour vous dire que l'armée n'est rien sans la nation, et la nation n'est rien sans l'armée. Et que l'armée camerounaise aujourd'hui, c'est une armée qui s'implique dans le développement, notamment dans la construction des infrastructures, le génie militaire, la santé publique avec les hôpitaux militaires qui sont disséminés sur toute l'étendue du territoire, avec même l'aérotransport, parce que l'armée de l'air est un partenaire, n'est-ce pas, de la gestion de l'espace aérien, la marine nationale qui est en zone hauturière, le bras séculier de l'action de l'État en mer. Vous avez également les sapeurs-pompiers qui jouent un très très grand rôle dans la protection civile. Je pense que c'est la structure essentielle de la sécurité civile aujourd'hui. Vous avez la gendarmerie nationale qui protège les personnes, qui protège les biens pour que l'économie puisse continuer. Parce que si du jour au lendemain vous êtes dépouillé de ce que vous avez, eh bien c'est un frein, n'est-ce pas, au niveau de l'individu que vous êtes, qui s'intègre forcément dans tout le mouvement économique, même s'il est informel. Alors je pense que c'est une action qui est extrêmement importante pour l'armée camerounaise et qui consolide ce diptyque armée-nation, qui est également à améliorer. Ainsi on peut voir, n'est-ce pas, dans des zones qui sont déshéritées, l'armée intervenir, participer à l'éducation des enfants, construire des forages, ainsi de suite, ainsi de suite. Et je pense que c'est le meilleur témoignage de cette armée aujourd'hui, qui ne devrait pas être ce que vous pensez, c'est-à-dire une armée de soldatesque. On croirait entendre le DIFCOM INDEF. Non. Je vais vous dire pourquoi est-ce que je dis ça, parce que je suis convaincu que l'armée camerounaise le fait. Déjà, c'est des mauvais procès que de penser autre chose. Il pourrait avoir. Je suis d'accord avec vous qu'il y a toujours, n'est-ce pas, des cas
qui peuvent être cités, des cas de soldatesque. Et vous savez que même lorsque j'étais chef de division de la communication, je n'appréciais pas ce genre de comportement. Des cas, parlons-en. Il n'en demeure pas moins vrai qu'il y a toujours des actes de vandalisme, de pillage. On parlera du Nozo tout à l'heure. Et surtout des cas d'assassinat, avec parfois, dans la majorité des cas, des repris de justice et aussi des hommes en tenue qui se retrouvent dans des cas de braquage ou d'assassinat. Qu'est-ce qui fait problème? Ce qui fait problème, c'est que d'abord, il y a un effet social. Il y a une paupérisation de la société qui augmente l'attrait à la criminalité. D'accord? La criminalité est tout simplement la manifestation d'un acte on va dire quoi, c'est-à-dire un acte qui facilite, n'est-ce pas, l'appropriation des biens qui ne vous appartiennent pas. Ou alors, n'est-ce pas, d'actes criminels qui sont monnayés, c'est-à-dire des assassinats qui sont ordonnés, ainsi de suite. Alors, ce que je voudrais dire, c'est que les cas de militaires qui sont pris, ça existe. Vous avez même des témoignages très récents qui parlent de cela, mais cela ne veut pas dire que c'est le cas de toute l'armée. Vous savez, le phénomène de l'uniforme est un phénomène extrêmement dangereux. Et c'est en ce moment que vous devriez absolument prendre cet adage qui dit que c'est une seule dent qui pourrit toute la bouche. Mais ce n'est pas en réalité le kaléidoscope, n'est-ce pas, de l'armée camerounaise. L'armée camerounaise, on venait de dire, c'est une armée qui participe auprès de la population à son développement, qui l'aide, qui l'encadre. Mais il peut arriver qu'il y ait des Vous militaires, direz brebis galeuses? Oui, des brebis galeuses. Et maintenant, il faudrait Est-ce que ce n'est pas un peu léger, mon colonel, lorsqu'on voit des animateurs, des communicateurs se faire assassiner, après on implique pratiquement une dizaine d'hommes en tenue. On ne va pas citer police, gendarmerie confondue. C'est suffisamment grave. Ce sont des cas déviants pour lesquels vous savez toujours que je n'adhère pas. Chaque fois que moi j'ai parlé de ces cas de soldatesque, d'assassinat, d'éléments crapules, je dois vous dire que le haut commandement, et je pense que c'est toujours pareil, le haut commandement a toujours eu une main très lourde pour sanctionner ce genre d'individus et les mettre en dehors de l'armée. Et également, les formations aujourd'hui vont dans le sens de l'amélioration de l'éthique, l'amélioration de la citoyenneté, l'amélioration du patriotisme pour que ces militaires soient au-dessus, n'est-ce pas, du conditionnement moral d'une simple personne. Alors, qu'est-ce qu'il faudrait dire aujourd'hui? Les formations sont adaptées. Vous avez par exemple une formation assez intense au niveau du droit humanitaire. Vous avez des conditionnements au combat pour que les combats se déroulent dans des conditions. Il y a toujours la prévôté qui regarde si cela se déroule normalement. Donc, le fait n'est pas à la responsabilité de l'armée elle-même et du haut commandement qui prend toutes les mesures pour que l'armée soit uniforme dans son mental, dans son moral et dans sa discipline. Le problème se situe à quel niveau? Il se dit que la discipline est la force principale des armées. Il peut arriver aujourd'hui que des militaires, comme cela existe dans toutes les sociétés, aient une trajectoire qui est complètement tordue. Mais faites attention, ce qui va se faire de manière tordue, c'est-à-dire qu'on va vous dire par exemple que dans le quartier où vous êtes aujourd'hui, les adolescents ont des trajectoires assez déviantes. Okay. Une dizaine. Mais pour peu qu'il y ait un militaire, n'est-ce pas, qui fasse la même chose, du fait qu'il ait l'uniforme, eh bien, on va représenter ce phénomène à toute l'armée. Ça, c'est le phénomène de l'uniforme. Donc, il faut faire très attention aux narratifs qui ont tendance à regrouper tout. Il faut voir plutôt, n'est-ce pas, les centres de gravité qui sont habilités à créer toujours cet espace de discipline et de position, n'est-ce pas, civique au sein de l'armée. Vous êtes formateur, je le rappelle aussi en passant, vous êtes enseignant et vous enseignez plusieurs matières dans nos écoles, écoles de guerre, autres universités, bien d'autres encore. Vous dites que nos éléments sont bien formés, ils sont suffisamment formés et qu'ils sont à jour, mais est-ce que le fait qu'un militaire sur 100 dérape
ne pose pas un problème de formation, parce que le militaire, c'est un modèle social. Comme le prêtre, on dirait qu'il n'a pas droit au péché. Je vous donne un autre exemple qui va vous permettre de comprendre, qui fera comprendre aussi les téléspectateurs. Allez-y. Qu'est-ce que le médecin fait lorsqu'il sort de son école de médecine? Serment d'Hippocrate. Mais il arrive que, n'est-ce pas, il y a des médecins qui ont une main, peut-être une main assassine, et qu'on ne fasse pas, même seulement par le fait d'une faute professionnelle. Ça peut exister. Il ne faudrait pas croire que le militaire en réalité est un surhomme. Je n'explique rien, ce n'est pas explicable. Il faudrait déjà que nous soyons catégoriques sur les bases fondamentales du concept d'une armée. Et je dois vous dire, ce que je vous dis est tout à fait vrai. Il y a quelque chose qui est dit chez nous. Il y a une phrase qui est célèbre, on dit « La discipline est la force principale des armées ». Vous savez, lorsque le militaire trébuche, il peut être sous le poids de 3 sanctions. Lesquelles? Il y a la sanction militaire disciplinaire par rapport au RDG. Il y a une sanction statutaire, c'est-à-dire qu'on peut aller même, n'est-ce pas, le mettre dehors des forces de défense. Et il y a la sanction pénale. Comme aujourd'hui, vous avez cette affaire Zogo, où des militaires ont été impliqués dans cet assassinat. Et vous voyez que il n'y a pas eu de difficulté à interpeller des officiers supérieurs et les mettre à la disposition de la justice. Vous avez eu d'autres cas où des militaires ont commis des fautes professionnelles, c'est-à-dire une violation de consignes en tirant par exemple de manière arbitraire ou alors même non professionnelle sur des civils. Aujourd'hui, il y a des procès qui ont été faits et vous avez les sentences qui sont rendues publiques. J'ai envie de vous arrêter, de faire une parenthèse, mon colonel, pour signaler aussi qu'il n'y a que dans les cas de nombreux braquages et autres actes de vandalisme que nous observons aujourd'hui dans notre société, il y a des personnes qui sont justement identifiées comme des anciens hommes en tenue et qui se retrouvent chassés de l'armée mais deviennent des malfrats. C'est une problématique. Est-ce que la solution est donc brillante? C'est une politique parce que c'est une situation à double tranchant de tous les côtés. Premièrement, vous mettez un militaire qui a appris à se battre, à utiliser les armes et qui a une certaine résilience physique. Vous le mettez dehors, effectivement, si jamais il ne change pas au niveau mental, et vous pourriez vous demander pourquoi est-ce que l'armée qui a des moyens de les encadrer, même jusqu'à la plus grande difficulté, pourquoi on les mettrait dehors. On peut les reverser, par exemple, dans le personnel civilo-militaire. Je dois vous dire que si ces personnels restent dans l'armée, ils auraient des effets plus contaminatifs que s'ils sont exclus. Et le règlement de discipline générale prévoit la révocation du militaire. Donc c'est un acte qui est souvent difficile à poser, mais qui se pose. D'accord. Mais maintenant, si jamais les fautes qui sont véritablement lourdes, eh bien ces personnels, je dois vous dire que par exemple l'incarcération a un effet pas seulement coercitif ou répressif. L'incarcération aussi a un effet pédagogique, c'est la privation de la liberté qui vous dissuade demain d'être frappé de la même sentence si jamais vous recommencez. Et comme vous serez récidiviste, peut-être que la punition sera plus lourde. Alors ça, c'est une manière de voir. Maintenant, vous avez ceux-là qui sortent et qui sont des éléments indésirables dans la société. Mais l'armée, quelque part, procure une profession à ces éléments qui, même si jamais ils partent en cours de route, vous avez l'exemple chez moi, je suis assez bien formé, voilà, et pourrait être capable de s'exprimer dans le public. Mais le problème, ça dépend, n'est-ce pas, de la condition de tout un chacun. Si jamais vous regardez le militaire comme étant un être, un extraterrestre, un être qui a tous les atouts et tout le reste, eh bien, vous aurez une difficulté de pouvoir comprendre. Vous vous trompez ? Oui, vous trompez, effectivement. Le problème, c'est qu'il ne faudrait pas avoir cette caricature. Le militaire est un homme. Ce que le système essaye de faire de lui, c'est de le raboter de manière à ce qu'il soit un homme moral, un homme civique, un patriote, prêt à donner sa vie. En retour, je voudrais aussi que vous appréciez ce que le militaire fait pour la nation camerounaise. Vous avez vu, nous avons été, quand j'étais chef de division de la communication, je vous ai invité dans des reportages
dans le nord, l'extrême nord, vous avez vu la difficulté dans laquelle ces hommes travaillent. Et souvent, nous n'avions pas atterri déjà sur notre au retour, qu'on entendait déjà que ceux qu'on venait de voir ont été tués par les Boko Haram ou autres personnes. Donc je vous dis, c'est un travail de l'honneur, c'est un travail sacrificiel. L'homme en tenue assez vulnérable aussi. Et il est assez vulnérable. D'un côté, il y a ces brebis galeuses qui ternissent l'image de cette armée. Moi, je souhaiterais que le Camerounais, pour la consolidation du diptyque Armée-Nation, se penche beaucoup plus sur les faits d'armes de ces hommes qui se sacrifient jusqu'à donner, n'est-ce pas, leur vie pour la patrie. Il y a 10 ans, naissait la crise anglophone dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest Cameroun à la suite de Boko Haram dans l'extrême nord. 2 guerres majeures, certes différentes, donc l'une asymétrique. Vous avez coordonné la communication de ces 2 conflits-là. Et il y a une réalité, nos forces de défense et de sécurité tombent chaque jour encore sur le terrain un peu plus de 10 ans après. Nous saluons en passant les âmes qui ont trépassé, y compris les civils également. Et vous avez en votre temps, Didier Badiek, défendu bec et ongle la riposte armée. Est-ce que 10 ans après, cette option n'a pas clairement échoué? Eh bien, quand vous parlez de riposte, c'est qu'il y a eu une attaque. Et c'est un réflexe élémentaire du militaire que de se défendre et de répondre à une attaque. Sauf que chaque jour, il riposte et il meurt. Il riposte, il faut voir le nombre qui est en face. Et la crise n'est pas achevée. Il faut voir le nombre qui est en face. Je dois vous signaler que si on évalue les statistiques, la guerre entre l'Ukraine en 4 ans, entre l'Ukraine et la Russie, est déjà à 2 200 000 morts. Aujourd'hui, nous sommes sensiblement aux environs de 12 000 morts civils et militaires tués ensemble. La guerre consomme. Ne vous en faites pas. Parlons du Cameroun. Oui, non, parlons du Cameroun. Il y a 12 000 morts. Et je voudrais, c'est vrai que comparaison n'est pas raison. Je voudrais quand même vous dire que dans tous les théâtres, surtout les théâtres d'opérations militaires, il y a des pertes militaires et cela ne veut pas dire que soit ces militaires sont faibles ou autre chose. Et je voudrais que vous me trouviez quelle solution on pourrait apporter au terrorisme aujourd'hui si ce n'est pas une solution armée. Il y a bien entendu des solutions de gouvernance, mais le terrorisme ne concerne pas seulement le Cameroun, le terrorisme concerne toutes les régions. Tant qu'il y aura les terroristes partout dans le bassin, n'est-ce pas, de la région de l'Ouest et tout le reste, eh bien nous serons pris à partir. Je dois vous dire que le Boko Haram n'est pas né au Cameroun. Nous ne sommes qu'une victime collatérale. Et que lorsque cette guerre a commencé en 2015, eh bien, il n'y avait que le Cameroun en face du Boko Haram. Nous avons essayé de les contenir et vous vous souvenez de cette phrase célèbre que le président avait prononcée lors de la présentation de vœux, je pense que c'était en 2015, si jamais mes souvenirs sont exacts, à menace globale, riposte globale. Donc la solution au niveau de l'extrême nord pour la menace de Boko Haram et de l'ISWAP qui se conjuguent aujourd'hui, eh bien c'est une riposte globale et il se trouve que, n'est-ce pas, le kaléidoscope stratégique dans cette zone-là en ce moment est assez capricieux. Déjà qu'il y a eu des ajouts des forces collectives, de la sécurité collective avec l'opération Barkhane et le G5 Sahel qui a privé, n'est-ce pas, au niveau capacitaire les régions de l'extrême nord de ces forces-là. Et de manière constante, le Cameroun a toujours eu à endosser un large front, n'est-ce pas, sur la zone conflictuelle. Ça, c'est le cas de Boko Haram. Maintenant, nous allons venir peut-être sur le cas du nord-ouest et du sud-ouest. Qui sont quand même... Les missions, ce sont des missions régaliennes de défense de l'autorité, de l'intégrité territoriale du Cameroun. Parce qu'il y a des gens qu'on appelle des combattants ambazoniens, n'est-ce pas, qui ont des velléités irrédentistes, c'est-à-dire débarrasser, couper le Cameroun d'une partie du territoire national. Donc ce sont déjà des velléités qui légitiment ou alors qui légitimisent, n'est-ce pas, la guerre. Donc je dois vous dire, mais la problématique est inverse. Il n'y a pas de guerre dans le Nozo. Il faudrait qu'on puisse utiliser les termes, n'est-ce pas, qu'il faut. Qu'est-ce qu'il y a dans le Nozo? Il y a un maintien de l'ordre renforcé, parce qu'on ne peut pas aller en guerre contre ses propres frères. Alors, je vais vous poser une seule question, participant, n'est-ce pas, de ce que nous apprenons en tactique, le réflexe élémentaire du combattant. Vous avez un combattant irrédentiste devant vous, qui vous met en joue et qui va vous tirer dessus. Non, parce que vous avez peur de tuer. Vous dites, écoutez, vous arrêtez, on va se retrouver à l'hôtel et on va discuter. Non, on ne fait pas de clinique en guerre. Ça, il faudrait que vous le compreniez. Il y aura toujours des morts, malheureusement, même durant des forces conventionnelles, tant qu'il y aura la guerre. Maintenant, si vous abordez le problème de manière beaucoup plus profonde,
en se demandant, en se posant la question, est-ce que la solution militaire est la seule solution en ce moment? Je suis à même de vous répondre en vous disant que... Allez-y, répondez justement, puisque c'était la question suivante. Que, effectivement, pour ma part, et je pense que c'est la part de tous ceux qui gèrent cette guerre de près ou de loin, les ONG, l'international et tout, je pense que les solutions de cette guerre sont politiques. Mais, quel que soit le cas, l'armée sera là pour assurer ses missions régaliennes, la défense du territoire, et il n'est pas question, aucunement question, que, n'est-ce pas, l'intégrité territoriale soit mise en caution par un groupe de personnes ou alors, n'est-ce pas, une structure étatique adverse. Ce qui tombe donc le nozo en espérant que les décideurs vous ont écouté, puisque pour vous, vous le dites, la solution elle est d'abord politique, même si les forces de défense doivent maintenir la sécurité sur le terrain. Je dois même ajouter qu'elle participe d'une... Vous savez, c'est important, il ne faut pas qu'on biaise sur certaines réponses. Elle doit participer d'une concertation et toujours d'une remise en question. Moi, c'est ce que je ne comprends pas dans les stratégies qui sont figées. C'est-à-dire que vous pouvez avoir des solutions aujourd'hui qui évoluent. Moi, je suis un militaire à la retraite et je sais ce qu'on appelle les ordres en cours d'action. Vous n'aurez jamais une planification qui reste figée, n'est-ce pas, sur une structuration aboutie. Non, on change en fonction de l'environnement. C'est pour ça que même aujourd'hui, les solutions qui ont été proposées, pour ma part, peuvent toujours être revisitées pour qu'on arrive à l'effet final recherché. Donc je pense de façon très intime qu'il s'agit d'avoir une certaine flexibilité dans la gestion de cette crise et une certaine agilité. Vous l'avez dit tout à l'heure, à votre avis, nos forces de défense sont suffisamment formées pour défendre avec bravoure la nation. Il y a non seulement 2 milliers de morts au front, mais d'autres forces de défense et de sécurité restées au bureau. Je vous interdis de dire ça. Je vous interdis de dire ça. Pas devant moi qu'il y a des milliers de morts. Non, il n'y a pas de milliers de morts. Vous savez, il faut analyser les choses avec des éléments comparatifs. Je vous ai donné l'exemple, par exemple, de la guerre entre l'Ukraine et la Russie, qui fait 2 200 000 morts après 4 ans. On est à presque 2000 soldats. À 10 ans, oui, on a 2000 soldats. Si le pluriel pour vous, effectivement, c'est 2 soldats, cela va être important. Mais moi, dans mes analyses qui sont stratégiques et qui ne se perdent pas dans des narratifs déviés, je vous dis qu'il y a 2000 soldats, presque comme vous dites, sur plus de 10 ans de guerre, sur 2 foyers, n'est-ce pas, où il y a une guerre asymétrique qui impose des pertes extrêmement faciles sur le personnel. Pour vous, c'est pas beaucoup? Pour moi, non. Ça fait combien? 120 personnes à peu près, ou bien 200 personnes par mois. Il peut arriver qu'il y ait des... C'est beaucoup. 200 personnes par an à peu près. Par an, oui, par an. D'accord? C'est beaucoup. On aurait espéré qu'il n'y en ait pas du tout. Mais il faudrait comprendre que nous restons dans un cadre de guerre et j'aurais bien peut-être préféré que vous me disiez, que vous parliez du paradigme de la guerre qui a changé. Parce qu'aujourd'hui, nous ne sommes plus dans un modèle asymétrique. Nous sommes dans un modèle de guerre hybride où les terroristes utilisent la techno-guerre avec la guerre rustique. C'est pareil au niveau de l'Amazonie. Pour vous, il faut riposter avec la dernière énergie. Non, il faut continuer de travailler. Et c'est ce que je crois que les forces qui sont en présence, je n'ai plus de notion, même si j'avais une idée sur leur planification, je ne vous dirais pas parce que je suis tenu encore au secret défense. Que même au niveau de l'Amazonie, vous savez, les méthodes sont des méthodes lâches. Et je dois vous dire que ces combattants sont inséminés, n'est-ce pas, au sein de la population. Et donc, vous savez, c'est un combat qui est autant une partie conventionnelle, n'est-ce pas, essaye de respecter toutes les conventions du droit humanitaire, du droit de la guerre, et bien les autres, n'est-ce pas, s'affranchissent de cet élément. Le terroriste ne viendra pas vous demander, monsieur Briand, est-ce que vous êtes beau, est-ce que si je vous tue, qu'est-ce que ça va faire? Il va vous tuer directement. D'accord? Vous n'avez pas de rendez-vous à l'hôtel, comme je disais tout à l'heure. Non, il faut faire attention, c'est des notions qui sont difficiles et je pense qu'il faut avoir du respect pour les armées qui se battent pour l'intégrité territoriale du Cameroun. Il y en a qui sont donc au front, il y a d'autres qui restent dans les bureaux, gérer les affaires courantes. Dans votre formation, vous êtes également officier de police judiciaire? Non. Je suis un officier, je suis ingénieur pilote. Vous n'avez pas prêté serment comme OPJ? Non, j'ai prêté déjà un serment qui est plus important, il me semble. C'est celui de servir mon pays partout où je serai jusqu'à la mort. Et je le fais, j'essaie de le faire comme je peux. D'accord. Non, je ne suis pas de ce côté-là. Okay. Je dois vous dire que c'est une très mauvaise évaluation de la chose. Vous avez au niveau de la constitution des armées et même dans leur fonctionnalité... Vous ne m'avez pas laissé poser ma question. Vous voyez déjà venir, vous savez, j'anticipe beaucoup. Je suis un prospectiviste. Je ne pense pas. Et je sais que vous allez arriver là. Je mets ma main sur le cœur et je vous attends.
D'accord. Il y en a qui sont restés dans les bureaux pour diligenter les affaires courantes de la nation, notamment les enquêtes, sous la clim. Entre autres. Même s'il y a des bureaux qui ne sont pas suffisamment ventilés, on le concède et on espère que les choses vont s'améliorer du point de vue logistique pour que nos forces de défense travaillent dans de meilleures conditions. Reste qu'il y a ces OPJ qui, sur le terrain, lors des enquêtes, sont acteurs de corruption. Il y a des enquêtes qui sont parfois mal diligentées et qui laissent parfois beaucoup de Camerounais qui sont allés vers un policier, vers un gendarme pour obtenir gain de cause sur leur faim. Et d'un autre côté, il y a des officiers de police judiciaire qui font bien leur travail. Il y a plus d'officiers de police judiciaire qui font bien leur travail que quelques gangrènes, n'est-ce pas, qui quand tout va bien, le journaliste n'a pas de quoi travailler. Non, vous avez intérêt, et je vous dis que c'est pédagogique. Je ne vous interdis pas de relever ces cas. Bien ces sûr. cas, ce sont des cas qui sont déplorables pour un officier de police judiciaire ou autre chose qui devrait vous apporter. Parce que vous savez, hein, le droit, l'équité, ça commence par des enquêtes sur le terrain. Et le droit, la justice, la porte d'entrée de la santé, la santé d'un pays. Donc je pense que ce sont des actions extrêmement néfastes qui sont faites et moi je les combats avec la plus grande énergie. Je trouve qu'il faut encore frapper davantage. La corruption aujourd'hui, elle n'est pas que militaire. C'est pour ça que je ne voudrais pas que vous ayez un regard réticulaire sur l'armée. Déjà, je ne suis pas venu parler de l'armée ici. Vous avez un chef de division que vous pouvez aller. Merci pour cette précision. Voilà, non, on ne parle pas d'armée, on peut parler d'autres choses. Mais lorsqu'on parle de l'armée, quand même, ma connaissance et mon expérience, et comme ancien chef de division de la communication, je ne permettrai jamais qu'on parle de mes anciens frères d'armes en mal. Je sais quelles sont les difficultés, et je sais quels sont les mots qui, n'est-ce pas, aujourd'hui perturbent peut-être ou bien alors détériorent la notoriété et l'image de l'armée camerounaise. Reste quand même qu'il y a ces actes de corruption et de mauvaises enquêtes. Il y a des centres comme il y en a partout. Si vous voulez, on prend ma voiture tout de suite et on va tant au niveau du privé qu'au niveau du public, vous allez voir que la corruption, c'est l'ADN aujourd'hui des Camerounais qui tend à se propager partout. Même lorsque un fonctionnaire vous rend un service, vous croyez toujours devoir lui donner quelque chose par-dessus la table. Pourtant, il est payé pour exécuter cette tâche. Et il ne vous a même rien demandé. Vous savez, pour qu'il y ait des voleurs, il faut qu'il y ait des receleurs. D'accord ? Donc, je ne voudrais pas qu'on focalise notre regard sur une institution qui est l'une qui se porte le mieux ici au Cameroun, alors qu'il y a d'autres choses sur lesquelles on peut discuter. L'armée camerounaise, elle va peut-être aller vers des tendances qui ne sont plus celles que nous avons laissées, mais c'est une sonnette d'alarme. Il faut continuer à renforcer la discipline, continuer à renforcer, n'est-ce pas, le contrôle, n'est-ce pas, l'audit. Hein, et lorsque vous, les journalistes, vous relevez ce genre de cas, il ne faudrait pas que les militaires, le haut commandement, prennent ça en mal. Il faudrait qu'au contraire, dans les rapports, dans la manière de dresser les formations, que l'on rappelle, que l'on soit plus dur au niveau des recrutements. Vous savez, les recrutements, parlons-en. Vous savez on en parle avec votre permission. On en parle avec votre permission dans un instant. Si vous nous rejoignez à l'instant, vous êtes sur Sans Tabou, sur Naya TV. Une pause, à tout de suite. Merci de faire confiance à Naya TV. Vous regardez Sans Tabou et notre invité, c'est le colonel Didier Badiek, ancien chef de la division de la communication du ministère de la Défense. Il est surtout expert international en communication stratégique, sécurité et bien sûr gouvernance. Avant la pause, mon colonel, on parlait de cette armée qui doit être mieux formée et vous évoquiez avant la pause le recrutement, la problématique du recrutement. Bon, déjà, on va partir d'un constat qui me semble être pertinent. Lequel ? L'armée camerounaise est bien formée. Vous l'avez dit. L'État consent beaucoup de moyens. Le haut commandement essaie de spécifier et diversifier la formation des officiers, des sous-officiers, les formations des... Il se dit d'ailleurs dans certaines chaumières qu'on investit un peu trop dans l'armée au Cameroun. Non, je ne pense pas. Vous savez, il y a un ratio de militaires pour un nombre total de la population. Cette population va
cumule déjà vers les 30 millions d'habitants, il faudrait plus de militaires, il faudrait davantage recruter. D'accord. Mais aujourd'hui, il faudrait savoir que l'armée camerounaise recrute et forme quand même dans des conditions qui sont difficiles, de crise économique et tout le reste. Ce n'est pas qu'elle conçoit la formation des militaires au rabais, mais elle essaie de trouver la meilleure des péréquations possibles dans la meilleure des formations avec les moyens que l'on donne au centre de formation. Et que peut-être qu'à notre époque, le recrutement se faisait avec beaucoup plus de tamis, que le nombre aujourd'hui empêche peut-être de réaliser dans le même standard. Ça peut être possible. Et vous avez également vu que dans les modèles de recrutement, c'est d'abord l'entrée qui est un tamis. Et que plusieurs fois, le ministre délégué à la présidence chargé de la Défense a eu à faire sortir des militaires qui n'avaient pas le niveau requis ou bien qui avaient des faux diplômes. Eh bien, c'est pour que l'on soit sûr, n'est-ce pas, que la formation est sanctuarisée. Je pense que c'est très bien que l'armée continue comme cela. Il y a donc dans les formations où le militaire prend vraiment l'envol, le tremplin, la nécessité de pouvoir insister sur la formation civique, la formation morale, la formation patriotique. Donc pour qu'elle soit largement au-dessus, n'est-ce pas, du civil lambda. Donc je pense donc que cette formation est adaptée. Aujourd'hui, elle donne beaucoup de fruits. Vous avez quand même des unités qui ont une réputation universelle aujourd'hui, les unités du BIR, les unités des forces spéciales, les unités de l'armée de l'air, corps auquel j'ai appartenu. Nous avons été formés dans les meilleures écoles et je dois vous dire que la coopération que le Cameroun a avec plusieurs États sur le plan de la coopération militaire, des accords de défense, font que l'armée camerounaise est une armée polymorphe qui sait aller, n'est-ce pas, vers les puissances militaires. Et pour vous dire que cette armée est au bon niveau, il y a beaucoup d'étrangers qui se forment au Cameroun au niveau stratégique avec l'école de guerre, dans les autres écoles, et même à l'école militaire interarmée. Donc je pense qu'on n'a pas grand-chose à dire dessus. Maintenant, il faudrait suivre, encadrer le militaire pour qu'il fasse une belle carrière comme je l'ai faite. Et c'est tant mieux pour vous. Nous sommes d'ailleurs heureux de vous recevoir pour davantage édifier les Camerounais. En dehors du NOSO, on va attaquer un peu plus votre casquette d'expert en prévention des risques et bien d'autres encore. En dehors du NOSO, est-ce que l'atmosphère globale actuelle, la pauvreté, la misère, la corruption, la malgouvernance ne sont pas une menace réelle à la paix? Et je vais être humble, cette question est inspirée des différentes sorties du ministre de la Défense qui attire l'attention des pouvoirs publics sur le niveau de vie des populations, sur leurs conditions au quotidien. Ben, si le fait, c'est qu'il a, j'ai pas encore suivi ce genre de communication de sa part, mais si le fait, c'est qu'il a forcément raison. Aujourd'hui, vous savez, je ne sais pas si vous allez en parler parce que vous avez parlé de mon outil propriétaire qui est le référentiel chrysogène de Badjek. Bien évidemment. C'est un référentiel que j'ai construit sur le plan de la matérialisation de la crise. Parce que la crise a une genèse et que j'ai analysé les domaines d'emploi de la crise qui sont le politique, l'économique, le social, le sécuritaire, la psychologie collective, la posture institutionnelle et l'international qui agit souvent sur le tableau national. Et qu'à partir de ce moment, j'ai relevé à peu près 275 marqueurs qui sont classifiés en fonction de leur valeur chrysogène et que je peux donc donner des notations qui vont de 1 à 10. Et en fixant l'index 7 comme étant une valeur pivot au-dessus de laquelle les résolutions des problématiques ou alors des crises ne peuvent intervenir que dans un espace synergiciel et en dessous de laquelle, n'est-ce pas, les organisations ou les institutions étatiques ont la capacité de pouvoir trouver des solutions à la crise. Et ainsi, donc, je fais des analyses stratégiques hebdomadaires. J'encourage les entreprises à venir me contacter ou alors même des institutions civiles. Mais lorsqu'ils viendront chez moi, ils ne viennent pas pour me faire dire ce qu'ils veulent entendre. Je suis extrêmement sévère sur l'analyse stratégique de la société camerounaise. Je dois vous dire qu'en ce moment, nous avons traversé l'échelle pivot médiane de 7. Nous sommes à 7,52 cette semaine. Pourquoi? Parce qu'il y a des éléments qui, au niveau politique, créent de l'incertitude avec l'alternance et tout le reste, la visibilité institutionnelle de demain, l'absence du chef de l'État qui n'est pas couvert au niveau de la communication institutionnelle, et c'est une fuite en avant. Moi, je ne vois pas où est le problème, parce que tant qu'à faire, s'il y a un problème, s'il est malade, il a le droit, et nous avons le devoir de prier pour lui. C'est une vieille personne, et on n'aimerait pas souhaiter sa mort. Alors d'où il vient qu'on cache certaines choses? Bon, il peut être
là-bas, vacances, en train de travailler, mais qu'on le dise. Au niveau économique, où il y a eu des difficultés, n'est-ce pas, à pouvoir ajuster, n'est-ce pas, une économie qui est absolument rentière, mais n'est-ce pas, mais qui est possédée par on va dire quoi, une exploitation par des coteries, et aussi, moi je suis scandalisé par l'exploitation de l'or au Cameroun. Je suis scandalisé même par les perspectives sidérurgiques dans ce pays. Moi, j'ai des schémas et j'ai des segments qui sont beaucoup plus élégants et qui impliquent, n'est-ce pas, l'investissement public-privé et pour avoir de meilleurs rendements demain. Par exemple, au niveau de mon cabinet, nous pensons que ce pays ne peut pas se développer si jamais il ne développe pas le pan industriel de la sidérurgie. Vous n'avez aucun pays dans ce monde, n'est-ce pas, qui s'est développé sans la sidérurgie. Nous avons dû faire et nous l'exploitons. J'espère qu'on aura le temps. On va en parler. Maintenant, au niveau pour tracer justement le... Pour rester sur la question. Vous avez au niveau social, justement, cette malaisance, n'est-ce pas, des Camerounais qui sont soit résignés à cause d'une paupérisation qui est continue et qui est assez prégnante, ou alors d'une incertitude dans la lecture qu'ils ont, par exemple, du kaléidoscope politique, de la vie chère, de la précarité des emplois. Mais écoutez, ça a des conséquences au niveau social. Au niveau international, maintenant, vous avez deux guerres qui semblent garder des effets déjà immédiats sur l'économie internationale. La guerre entre les États-Unis et l'Iran, et l'Ukraine et la Russie, qui portent vraiment de graves préjudices, soit au niveau du transport ou au niveau de l'énergie. Vous avez au niveau de la psychologie collective comme une résignation, une perte de consentement aux institutions. Vous avez au niveau de la posture institutionnelle des réactions que la population ou bien alors l'opinion ou alors certains observateurs, n'est-ce pas, voudraient être en adéquation avec la réalité de nos richesses et avec la réalité d'un management public. Alors tout ça fait que nous faisons des analyses et nous faisons des analyses stratégiques à partir, n'est-ce pas, de l'observation des signaux faibles. Et nous faisons un compte rendu, nous faisons également une analyse stratégique à la carte en fonction de ce que l'entreprise est, de son domaine d'action et au niveau aussi. Et vous disiez donc que nous sommes à 7,52. Qu'est-ce que ça signifie ? Il y a une grande évolution depuis 3 semaines à cause justement des incertitudes politiques, de la guerre, de l'international, également au niveau de l'économie qui aujourd'hui nous sommes pris de surprise parce que heureusement que c'est récemment qu'on a vu que le circuit de l'or trouvait d'autres destinations par une frontière poreuse, je ne sais pas par où ça passe, mais toujours est-il que dans la déclaration officielle de l'État, nous sommes à quelques kilogrammes alors que ce sont des tonnes que nous exportons. Non, il ne faudrait pas qu'on soit muselé sur ces questions qui participent de l'avenir et du développement du Cameroun. Nous, dans notre entreprise, dans l'entreprise stratégique que je dirige, nous ne commentons pas les rumeurs, mais tous les faits. Tous les éléments qui sont factuels, on les analyse et nous donnons des réponses. Donc lorsque vous venez prendre des conseils dans la Cameroun Consulting and Prospective, vous devez, n'est-ce pas, vous attendre à voir ce que vous ne voulez pas voir. Moi, je ne commente pas, je ne fais pas des analyses pour plaire aux clients. Je fais des analyses pour leur dire où ils sont et ça reste entre eux et moi. Le service commercial vous donnera la facture tout à l'heure pour la publicité de votre cabinet. De toute façon, nous sommes là pour gagner. Je vous donnerai une évaluation stratégique gratuitement. de votre consultation. Merci beaucoup. Une note d'humour, mon colonel. Sortons définitivement du cadre des forces de défense pour poser une question, puisque le président de la République est le chef des forces armées et de sécurité. Est-ce qu'aujourd'hui, il n'est pas fatigué pour maîtriser l'environnement global? Pour répondre comme un politicien, je vais demander où est le fatigomètre. Non, je ne vais pas répondre comme ça. Mais vous savez, je ne gère pas la fatigue des hommes. Moi, je laisse ce type de commentaires aux influenceurs et aux réseaux sociaux. En tant que stratège, moi, j'analyse plutôt les systèmes, l'environnement global. Et puisque ça crée des incertitudes, son absence. Ça crée des incertitudes. Qui, pour plus d'un, est lié au problème de santé. Tout à fait brillant. Moi, je les aide. Écoutez, c'est un fait. C'est un élément factuel. Ne me dites pas que j'ai un cabinet de stratégie et d'évaluation et que je contourne cette question parce que cela gêne. Moi, ça ne me gêne pas. Mais je ne suis pas là pour faire un procès sur la fatigue, l'état physique du chef de l'État, sa longévité, ceci. Ce que j'ai fait, j'ai dit, ok, j'analyse. Est-ce que la Constitution encadre le déplacement du chef de l'État à l'étranger? Jusqu'ici, non.
la Constitution encadre son état de santé. Non, c'est des choses à ajouter peut-être dans le futur, mais pour le moment, c'est cela. Donc moi, je ne pense pas être capable de juger de la physiologie d'un chef de l'État, mais je juge son bilan sur le plan militaire, sur le plan de l'architecture de la défense, sur le plan, n'est-ce pas, de la sanctuarisation du territoire et une certaine gestion, n'est-ce pas, du quotidien, du management et puis de l'expression, de l'exploitation de nos matières à bon escient pour pouvoir développer le Cameroun. Est-ce que la Cameroun Consulting and Prospective a quand même fait le constat selon lequel il y a plusieurs membres du gouvernement qui sont déjà décédés, qui n'ont pas été remplacés? On a toujours envie de revenir dans votre carrière d'hier de militaire. Il y a des généraux qui sont dans les morgues en ce moment ou très mal en point alors qu'ils sont toujours en fonction. Quelle est la température que donne le référentiel chrysogène de Badjek? Mais je vais vous surprendre, être tout à fait sincère avec vous. C'est une température qui réchauffe la situation, pas réchauffer en termes de joie. C'est rédhibitoire en termes de management public. Il faudrait qu'on se le dise. J'ai participé à une émission chez vos confrères récemment, je ne vais pas les citer ici, mais j'ai été le premier à dire que ce n'est pas une situation qui est envisageable sur le plan du management public, déjà à partir du moment où les sectoriels qui sont dirigés par les ministres sont déjà importantes. Alors déjà pour pouvoir remplir, n'est-ce pas, le tableau de bord, l'observer, l'exécuter, c'est déjà un problème, n'est-ce pas, parce que vous savez, lorsqu'on a la vision du chef de l'État, on l'a traduit par des axiologies stratégiques, des composantes et, n'est-ce pas, des KPI, eh bien, vous avez déjà suffisamment de travail parce que vous vous remettez en question en contexte de fébrilité. Je vois par exemple le ministre des Finances, que je connais bien aujourd'hui, il devrait être capable de réfléchir, est-ce que ça correspond à ça, est-ce que ce modèle correspond à ça, où en sommes-nous au niveau de la SND 30, est-ce que après ce que nous avons, est-ce que ça au niveau stratégique, ça ne commande pas des ordres, un changement, n'est-ce pas, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc il a suffisamment de travail pour que lui, on le nomme encore ailleurs. Bon, je ne sais pas comment ils font, c'est peut-être des surhommes, mais moi je le regrette sur le plan du management. C'est pas... Bon, maintenant au niveau de l'armée que je connais, c'est également la même chose. Il faudrait être capable, si on a mis quelqu'un à un poste, il y avait plusieurs proposés, n'est-ce pas, et qu'on ait choisi quelqu'un, c'est qu'il était le meilleur parmi ceux qu'on a choisis. Et que si jamais il part maintenant, étant le meilleur pour rendre une mission, il faut convenir que, n'est-ce pas, il devrait être remplacé automatiquement et que quelqu'un d'autre ne devrait pas jouer l'intérim. C'est comme s'il n'y avait personne. Après, c'est l'impression que cela donne. Et si jamais ça donne cette impression, ça veut dire que les Camerounais ne sont pas intelligents. Moi, je pense que ce n'est pas convenant, n'est-ce pas, pour nous autres, pour les autres Camerounais qui peuvent être nommés. Quelqu'un est parti, on le regrette quand il est mort et tout, mais l'État ne va pas arrêter de fonctionner, un ministère ne va pas arrêter de fonctionner pour que l'on vienne compléter le trou par une intérim. Vous étudiez également dans votre cabinet les indicateurs et les stratégies macroéconomiques. Dites-nous, le Cameroun, depuis le 8 juin, ne produit plus de gaz naturel liquéfié parce que le bateau liquéfacteur a pris une autre direction vers l'Argentine et du coup nous perdons entre 250 et 300 milliards, même si jusqu'ici les chiffres ne sont pas suffisamment arrêtés objectivement. Est-ce qu'une perte comme celle-là, liée au flou qui existe dans l'exploitation de l'or, puisque vous avez évoqué le sujet tout à l'heure, ne crispe pas davantage l'environnement macroéconomique du Cameroun et nous tire vers le bas? Non seulement ça crispe l'environnement macroéconomique, mais en plus ça donne un très mauvais reflet au niveau de cette opinion qui a des difficultés aujourd'hui à mettre la tête hors de l'eau. Donc moi déjà, c'est une insuffisance stratégique, il faut dire les choses comme elles sont. Est-ce que la date de juillet n'était pas une date fatidique qui était connue? Pas, elle était connue puisque c'était un contrat de 8 ans. Alors on en donne l'impression d'être surpris. Mais écoutez, il faudra enfin que la sanction puisse fonctionner. Je suis du management moderne, un fanatique du management moderne. Quand ça ne va pas, du balai. Il y a suffisamment de personnes qui peuvent travailler. Comment des gens ont pu, n'est-ce pas, occulter ou alors oublier, être amnésiques
sur ce que le bateau-usine Zepio devait quitter le port, le Kribi, pour ne pas trouver des solutions alternatives, complémentaires ou autre chose. Et qu'on se verse aujourd'hui dans une communication qui ne peut pas plaire. Écoutez, les Camerounais ne sont pas des ânes. Les Camerounais comprennent ce qui se passe. C'est une mauvaise stratégie. Je ne suis jamais péremptoire, n'est-ce pas? Je laisse toujours une porte à l'explication, mais là, dans ce cas, on fait perdre au Cameroun presque 250 milliards de devises. Et quand est-ce que ça va se rattraper? Je ne sais pas, parce que les segments que l'on a proposés jusqu'à présent ne sont pas automatiques. Nous allons donc rester pendant une période, et je dois vous dire que cela va perturber la SN2 30 à partir du moment où cette SND qui statue sur des projets structurants prend également en compte les recettes du gaz Cameroun. naturel liquéfié. Écoutez, si vous privez un pays au niveau de ses devises, au niveau de ses ressources annuelles de près de 250 à 300 milliards, c'est quand même important. Alors maintenant, si l'on ne veut pas qu'on en parle, alors je dis, ce n'est pas possible non plus. C'est comme ça qu'on laisse libre cours à des gens qui interprètent à la place de l'institutionnel qui pourrait donner des réponses beaucoup plus objectives, n'est-ce pas, ou pertinentes. Donc vous reprochez à qui de droit de n'avoir pas su anticiper, puisque le contrat était de 8 ans, il s'achevait en juin, on aurait dû prendre des dispositions. La stratégie est essentiellement anticipative et prospective. Nous partons d'un audit. Et en stratégie, justement, c'est ça qui fait un peu, n'est-ce pas, la plaie de l'administration, enfin, de l'administration en général au niveau du Cameroun. On a peur de l'audit. Une stratégie sectorielle se pose d'abord avec un audit. Et l'audit devrait se répéter. Ce n'est pas parce que vous avez fait un audit triennal que vous pensez qu'une année et demie après, vous ne devez pas auditer. Vous devez continuer d'auditer. Et ce qui devrait être, n'est-ce pas, devait vous permettre de vous remettre en question, ce sont les éléments de performance, les indicateurs. Et c'est classique, c'est-à-dire que vous irez à l'école de management et tout le reste, on va vous dire qu'on parle d'une vision globale, c'est le chef de l'État qui la donne. Et ensuite, au niveau de votre sectoriel, vous la transformez en vision sectorielle. Pour arriver à cet effet final recherché, vous avez un certain nombre d'axiologies stratégiques qui se composent par des éléments. Et ces éléments-là donnent lieu, n'est-ce pas, à des missions bien précises et, n'est-ce pas, à des éléments de performance, des indicateurs à observer. Et vous devez donc avoir votre tableau de bord de telle manière qu'à chaque moment, vous voyez ce qui ne va pas. L'analyse stratégique vous permet de voir tout ce qui va enfreindre, n'est-ce pas, à l'accomplissement, à l'aboutissement, n'est-ce pas, de votre axiologie stratégique. D'où ils viennent donc que vous savez que cela va s'arrêter, ça va causer un préjudice au niveau de toute l'économie nationale et que vous n'avez pas pris, n'est-ce pas, à temps des mesures, des dispositions stratégiques pour réduire le problème. Là, c'est une, moi je pense que c'est très très humblement, je pense que c'est un détour stratégique. Parlons donc de l'or. Il y a quelques jours, le ministre des Mines, de l'Industrie et du Développement technologique, Fro-Calistus Gentry, a fait une sortie pour dire que l'or du Cameroun n'est pas perdu. Une sortie qui va quand même à l'opposé des chiffres de la Sonamine publiés il y a quelques semaines et qui faisait ressortir clairement que 148 kilos d'or sont déclarés comme ayant été exportés vers l'étranger, alors qu'en réalité, il y aurait 144 tonnes, ce qui représente 1914 milliards de francs CFA qui se volatiliseraient. C'est aussi grave. Écoutez, cette question, d'abord je vais vous dire quel est le fond de ma pensée. Je pense que l'or, n'est-ce pas, par rapport même au concept fondamental de l'IDIE, l'or appartient au peuple camerounais. Cela n'appartient pas aux individus. Moi, pour ma part, je suis totalement à l'opposé de ce que des concessionnaires exploitent notre or. Ce n'est pas une exploitation qui soit des plus lumineuses. Si on n'arrive pas à monter des petites structures nationales qui exploitent cet or, qu'on fasse autre chose, sauf être un pays qui va être émergent. Moi, je pense que la SOCAMINE devrait être capable de pouvoir mettre des structures pour extraire l'or, les développer, n'est-ce pas, et même si c'est semi-mécanisé, investir. Moi, j'ai eu à peu près la hauteur de l'investissement au niveau du Burkina et tout, c'est des choses qui ne vont pas à plus de 15 milliards. D'où vient qu'on ne puisse pas le faire au Cameroun? Donc, ces concessionnaires, vous me dites alors aujourd'hui que moi, je vous prête 100 milliards et que dans ces 100 milliards-là, vous faites du profit et c'est quand vous faites du bénéfice que vous me donnez, vous me payez les taxes. Mais qu'est-ce que ça veut dire? C'est l'or qui appartient aux Camerounais et l'or n'a pas une valeur
la même valeur que les autres métaux. L'or, c'est une valeur refuge. C'est le seul métal qui a une convertibilité fixe avec le dollar. Lorsque nous avons de l'or que nous gardons chez nous, nous sommes crédibles, n'est-ce pas, au niveau de notre notation souveraine, et nous pouvons même avoir des crédits qui sont référentiels, n'est-ce pas, au moins 10 ans. D'accord? Alors moi je trouve, je ne sais pas, je peux me tromper parce que je suis peut-être stratégiste, mais je ne suis pas économiste. Je suis en train de poursuivre un peu une autre pénétration cognitive dessus, mais je pense que ça me semble, ce que je dis me semble être réaliste. Le gouvernement propose de mettre des mesures sur pied pour récupérer cela dans les prochains jours avec des documents, des titres d'exploitation qui ont une traçabilité réelle. Les titres d'exploitation vont encore une fois favoriser, il faut éviter d'encourager des segments qui favorisent une coterie. Comment? Dans ce pays, c'est-à-dire que les concessionnaires, quand vous allez voir, c'est des prête-noms, c'est toujours des gens qui sont bien situés et tout, et c'est cela qui dérange. Laissons, n'est-ce pas, une exploitation totalement démocratique de cette affaire et sous l'égide de l'État. L'État, n'est-ce pas, c'est nous tous. Donc ça devrait relever du domaine de souveraineté. Nous avons un exécutif qui nous gère, nous en sommes soumis au niveau de leurs directives, mais il ne faudrait pas qu'il y ait cette diversion qui fasse que pour certains produits, on assure de la transparence et pour d'autres, on peut permettre ceci ou cela. Voilà, je rappelle pour ceux qui nous écoutent, qui se demandent pourquoi c'est un colonel qui le dit. Non, je ne suis pas colonel ici, je suis docteur. Il n'est pas colonel ici. Je suis docteur, le docteur Badjek. Voilà, PhD sciences politiques, diplômé en management public, stratégie, communication internationale, sécurité, gouvernance et bien d'autres encore. Et donc, il a la qualité, surtout qu'avec son cabinet, il travaille au quotidien sur des indicateurs précis pour nous donc restituer la substance. On va sortir de cette émission de Sans Tabou, Didier Badjek, en évoquant politique, et on revient encore au sommet de l'État pour évoquer le président de la République. 93 ans, bientôt 44 ans de règne, ce sera le 6 novembre prochain. Vous avez beaucoup d'amis dans le système, dans le RDPC, y compris dans l'opposition. Est-ce qu'il n'y a personne d'autre au Cameroun pour diriger le pays en dehors de Paul Biya? Mais les élections, il me semble, regarde, elles étaient libres et puis il y avait des candidats. Non, moi je ne reviens pas sur les systèmes politiques quand on a avancé, parce que ce serait porter des critiques sur les institutions. Moins d'un an après, on est statu quo. Écoutez, je dois vous dire quelque chose. Si vous voulez progresser dans le développement du Cameroun, il faudrait être capable de respecter les institutions. Elles peuvent être mauvaises. Je ne vous ai pas donné un constat de ce que ces institutions sont idéales, on peut faire mieux ou autre chose. Mais si jamais on se met tout le temps à regarder par le rétroviseur la faisabilité, ben, vous avez vu au niveau de la création d'un poste de vice-président, tout le monde l'a acquis aujourd'hui. Et maintenant la nomination ne suit pas. D'accord? Donc il faudrait être capable d'avoir à tout moment dans ces positions politiques, avoir raison gardée et savoir qu'on doit avancer. La démocratie, c'est un cheminement. Moi, je ne comprends pas pourquoi est-ce que ce soit de tous les côtés possibles, de tous les postulants, on a l'impression que dès qu'on arrive, on doit y être. Parce qu'on attend les résultats et ils ne suivent pas. On attend les résultats, ça c'est votre façon de voir. Mais si vous voyez maintenant un militant du RDPC, ils vont vous dire que les résultats sont là. Si vous voyez quelqu'un de l'opposition, il dira que les résultats ne sont pas là. Nous faisons des analyses froides, par exemple. On vous dit qu'il y a ça qui ne marche pas, ça qui ne marche pas. Et au profit du pouvoir, justement, en place, on leur dit que si vous voulez que ça marche, faites attention parce qu'il y a tel indicateur qui joue contre votre notoriété, qui joue contre votre gouvernance. Vous voulez, vous prenez, vous ne voulez pas vous laisser. C'est pareil pour moi, l'opposition. Je dois vous dire qu'aujourd'hui, l'opposition me semble être désarticulée au Cameroun. Pourquoi? Parce que je n'ai jamais rêvé d'une opposition qui soit transparente et qui n'apporte pas sa contribution à la gouvernance. Vous savez, lorsque vous gouvernez sans une opposition consistante, mais vous ferez ce qui vous vient dans la tête. Mais lorsque vous avez une opposition... Qu'est-ce que vous mettez dans consistance? De consistance, quand je parlais de quoi? De la gouvernance ou alors quand je parlais de l'opposition? Écoutez, ce sont des girouettes. Du jour au lendemain, ils passent du nord, ils vont vers le sud, après ils vont vers l'ouest. Ils n'ont pas d'idéologie fixe. Ils sont compromis et vous savez aujourd'hui, les réseaux sociaux sont incroyables. Vous confessez quelque chose aujourd'hui et le lendemain, vous confessez l'inverse, on vous ramène ce que vous avez dit. Et vous avez plusieurs exemples. Il y a la veille. Ce n'est pas un ADN pour l'opposition. L'ADN devrait être capable de dire que nous allons travailler aujourd'hui
pour permettre à celui qui est en place de gagner ses objectifs, mais en lui disant comment nous pensons. Et lorsque l'élection va arriver prochainement, nous devrons être capables de pouvoir compétir en bâtissant notre stratégie, notre profession de foi sur ce qui n'a pas marché parce qu'on l'avait attendu sur un bilan. Ça m'a l'air d'être aussi simple que ça. Mais aujourd'hui, si l'opposition, c'est l'invective systématique, les insultes à gauche, à droite et tout, moi, je participe pas à ça. Moi, je participe, n'est-ce pas, à la promesse d'une opposition qui contribue, n'est-ce pas, à la gouvernance parce qu'elle critique, et à une gouvernance qui a peur, n'est-ce pas, de se tromper parce qu'elle sait qu'il y a une opposition qui veille. Voilà, sur les incertitudes actuelles, on n'a pas vu cette opposition-là. Comment est-ce que vous interprétez ce silence? Il n'y a par exemple de manière formelle que l'UDC de Ndam Djoya qui demande à ce que les institutions soient clarifiées, que le poste de vice-président prenne forme et qu'on édifie les Camerounais du point de vue institutionnel sur le cas de vacances du président, sur l'absence, comment on gère cela. Quelle interprétation? Mais cela participe de la transparence de l'opposition et, n'est-ce pas, de son instabilité. Donnez-moi la ligne, n'est-ce pas, éditoriale politique de chaque parti. Ces partis appartiennent à quoi? Au départ, ils ont telle direction et ensuite ils font le grand écart de 90 degrés ou de 180 degrés. Mais écoutez, il y avait un opposant ici, Ni John Fundi, qui avait au moins la réputation de penser de faire ce qu'il pensait. Et le chef de l'État lui a accordé une très grande audience. La preuve, c'est que lorsqu'il a perdu ses parents, il y a toujours eu une aide qui venait de ce côté-là. Non, aujourd'hui, il faudrait comprendre que la lutte n'est pas une lutte du pouvoir au Cameroun. C'est une lutte, n'est-ce pas, du développement du Cameroun. Et cette opposition me donne l'impression qu'elle est suffisamment ingrate, n'est-ce pas, pour pouvoir penser pour les Camerounais. Parce que si c'était le cas, elle se serait elle-même déjà fortifiée, former des groupes, n'est-ce pas, qui soient capables de pouvoir apporter aussi leur contribution. Écoutez, l'opposition et le parti au pouvoir ne sont pas des ennemis, ce sont des adversaires politiques. Il y a un groupe qui est au pouvoir, pourquoi ne pas faire chorus et demander que les choses soient changées? Mais aujourd'hui, le domaine de définition de ces gens, c'est de l'invective et de l'insulte. J'ai horreur de ça. Lorsque moi j'entends, n'est-ce pas, des hommes qui insultent là, qui font ceci, qui font cela, ce n'est pas, n'est-ce pas, mon beefsteak. Mon beefsteak est sont les centres de gravité, les actiologies stratégiques pour changer les choses. Comment on change justement les choses, Didier Badjek? Le Cameroun à la croisée des chemins, au-delà de tout ce que nous avons évoqué et bien d'autres encore, parce qu'on passerait des jours à dire tout ce qui marche et tout ce qui ne marche pas. On reste sur l'essentiel. Votre cabinet de conseil, stratégie et de gouvernance propose quoi comme alternative? L'intelligence stratégique. L'intelligence de ceux qui disent qu'ils sont intellectuels. Être intellectuel, c'est pas garder ses titres. Être intellectuel, c'est créer, proposer dans un langage propre, sobre. Il y a une dame pour qui j'ai beaucoup d'admiration, le professeur Biwole. Elle essaie de dire, Viviane, lui, elle dit des choses qui sont d'une pertinence, n'est-ce pas, tout en gardant sa position scientifique alors qu'elle est du RDPC. Mais elle construit. C'est vrai que ça peut paraître être débordant de temps en temps, mais moi j'aime bien ce qu'elle fait. L'intellect aujourd'hui devrait être mis à contribution. Vous savez pourquoi les cabinets stratégiques sont intéressants? Dites-nous. On ne nous prend pas assez, mais c'est un tort. Vous savez pourquoi l'intellectuel ne doit pas être muselé? Il faut le laisser travailler dans le cadre des think tanks et vous proposer ses solutions. Si vous le laissez et vous l'abandonnez, eh bien il sera pour vous un ennemi et sera nocif et nuisible. Laissez, n'est-ce pas, le sapienta, l'intellectuel, évoluer dans ce pays. Vous proposez. Et ce n'est pas lui qui a l'apanage de la réflexion stratégique. Vous l'avez. Vous, les journalistes, vous savez fouiller. Lorsque vous faites, n'est-ce pas, votre travail correctement, le journaliste ne doit pas se confondre aux communicants. Vous faites de l'information et vous faites de l'investigation. Dans l'investigation, vous devrez être méthodique, observer les canons, observer la déontologie. Et vous aider, n'est-ce pas, de la gouvernance. Lorsqu'il y a quelque chose qui se fait, lorsque vous avez fait un dossier dessus, eh bien, ils ont intérêt à répondre, sinon vous allez... On ne doit pas vous assassiner parce que vous avez la vérité. Voilà. Alors, en termes de projection, les Camerounais vous regardent. Comment s'annonce l'avenir? Sombre, prometteur? Non, le Cameroun, c'est un grand pays. Vous savez pourquoi?
Parce que, nonobstant tout ce que nous vivons, nous avons un grand peuple, nous avons les ressources humaines. Et c'est ce qui me chagrine le plus. Nous avons le potentiel, la richesse. C'est une catastrophe. Naturelle, humaine. Naturelle. Nous avons le deuxième régime hydrographique d'Afrique. Ce qui fait que nous pourrons avoir un barrage, ce qui fait que nous pourrons, n'est-ce pas, avoir ce qu'on appelle l'autonomie de l'énergie pour pouvoir créer l'industrie. Tant qu'on ne va pas comprendre que le segment, écoutez, je me tue à le dire, que la segmentation du développement de ce pays-ci va se traduire par l'industrialisation sidérurgique et ensuite le passage à l'économie de biens et de services. Nous avons les capacités de le faire. Et c'est pour ça que cela me tue, parce que je sais que le potentiel camerounais n'est pas encore exploité à bon escient. D'accord? Et lorsque nous avons fait, il faudrait croire. Il faudrait révolutionner sa conscience. Il faudrait être capable de rêver. Le Rwanda a quoi par rapport à nous? Mais ils ont pas seulement le Kagame, c'est pas lui qui a rêvé. C'est lui et le peuple qui rêvent. Nous rêvons de quoi? Des insultes? Des rumeurs? Non, nous devons rêver. Vous devez laisser la place à ceux qui connaissent. Si le peuple rêve et les décideurs l'entendent, non, il faudrait un savant mélange entre la technocratie et la politique. D'accord. La politique, c'est pendant les élections. La politique, c'est pendant les élections. Quand le mandat commence, c'est les technocrates, M. Briand. OK? On devrait rendre compte de ce que nous gérons et nous devons le gérer avec intelligence. Si vous n'êtes pas capable de le faire rapidement, on vous met de côté. On doit vous juger avec les indicateurs de performance. Vous êtes dans tel ministère. Qu'est-ce que vous avez fait qui a changé le ministère? Si ce n'est pas bon, vous partez, monsieur. Il y a des gens, il y a encore des hommes qui restent. Il y a des gens intelligents qui restent. Et moi, je pense que dans la nomination justement de ces hommes qui vont diriger, qu'on essaye de mettre de côté enfin, n'est-ce pas, les intérêts politiques. Les intérêts politiques, c'est dans les partis. Au niveau de la gouvernance, cela n'appartient à personne, elle n'appartient au peuple camerounais et celui qui dirige et celui qui incarne les institutions. Dernière question, Didier Badiek. Vous avez un profil multidimensionnel qui nous séduit, soyons honnêtes là-dessus. Est-ce que vous serez disposé demain à gouverner si l'appel se faisait ressentir? Si l'appel se faisait ressentir, je peux gouverner, mais je ne suis pas en l'état actuel de le faire. Non, ce que je voudrais dire, je peux apporter ma contribution à tous les niveaux. J'ai une formation transversale, n'en déplaise à certaines personnes. J'ai fait du management, j'ai fait des relations internationales, stratégie, communication. J'ai fait un PhD et je suis scientifique parce que je suis ingénieur pilote. J'ai fait mes formations militaires. Ce n'est pas pour autant que je vais aller fuiner, commander un poste ou bien quoi que ce soit. Je suis le docteur Badiek, j'ai ma structure de stratégie et d'évaluation prospective. Eh bien, je donne le meilleur de moi-même. Moi, il y a des institutions qui ne peuvent pas payer mes livrables, mais je pense qu'elles sont à la hauteur de savoir et je le leur donne gratuitement. Moi, je suis un officier à la retraite. Je suis un officier de renseignement. Ne vous en faites pas. Si jamais à côté de moi, vous faites quelque chose qui est rédhibitoire et qui rencontre, n'est-ce pas, qui va contre la sécurité ou bien la paix de ce pays, je serai le premier à vous désigner. C'est mon travail. C'est mon serment. La paix et servir la paix. Et dans le cadre de la défense populaire, nous participons, n'est-ce pas, au renseignement. Même vous, si vous voyez un bandit qui est à côté, courez à la gendarmerie. C'est la gendarmerie de proximité. D'accord. Mais aujourd'hui, je me sens tout à fait apte à faire ce que je veux. Nous ne sommes pas venus ici pour faire la campagne du docteur Badiek, mais sachez que chacun voit avec qui il va travailler, c'est le pouvoir discrétionnaire, je n'en veux à personne. Mais je fais mon travail aujourd'hui et je pense que ce travail aide les entreprises que je conseille, aide également les institutions que je conseille. Est-ce que le gouvernement vous a déjà consulté pour quelques sujets, dossiers que ce soit? Il y a déjà, vous savez, des discussions à bâton rompu avec certaines élites qui font partie, qui sont membres du gouvernement. Ça peut orienter également les consciences. Il ne faudrait pas savoir que, faut pas croire qu'on va faire tout comme ça, on va être interpellé. Écoutez, vous êtes le puissant stratège, est-ce que vous pouvez venir dans un contrat? Non. Il faut savoir que ce sont des petits pas qui consolident une gouvernance. Donc ça arrive, il y a des gens qui m'ont consulté. Il y a une rumeur qui passe aujourd'hui qui me met comme vous venez de faire. J'espère que ce n'est pas de cette rumeur que vous avez bâti vos souhaits. Non, soyons sérieux. Je pense que dans un pays, il faut être prêt à servir.
d'une manière ou d'une autre, d'une manière personnelle et dans tout ce que vous faites. Et pour retrouver la phrase célèbre qui dit avant de demander à l'État ce que l'État a fait pour vous, et vous, qu'est-ce que vous avez fait pour l'État? Je pense que c'est cette philosophie qui m'anime et je suis prêt toujours à creuser davantage pour donner les meilleurs outils de décision à ceux qui veulent me comprendre. Didier Badjek, merci. C'est moi qui vous dis merci, vous êtes les bienvenus chaque fois. Si vous avez une problématique particulière, venez, on en discute. Si vous savez maintenant que vous êtes là, vous pouvez venir lire l'analyse stratégique hebdomadaire, c'est à votre disposition, vous êtes un média, mais surtout faites très attention aux rumeurs, c'est ce qui tue le plus le Cameroun aujourd'hui. Les rumeurs tuent le Cameroun et je rappelle pour ceux qui observent le PINS, le colonel Didier Badjek est officier et chevalier de l'ordre de la valeur du Cameroun. Et j'ai la médaille de la guerre. C'est très très important, signé par la main du chef de l'État, le chef des armées. Merci beaucoup, merci de nous avoir écoutés. On espère que vous avez tiré le meilleur de cette autre interview à bâton rompu avec Didier Badjek. Sans tabou, c'est terminé. On se retrouve à très vite. Vous rêvez d'une nouvelle maison, d'un investissement sûr ou de simplifier la gestion de vos biens? Mapiol est la solution. Grâce à nos services adaptés à vos besoins, Mapiol vous accompagne à chaque étape de votre projet immobilier. Mapiol, c'est aussi la plateforme immobilière entièrement digitale qui s'adapte à vos préférences et à vos sélections pour vous recommander des propriétés qui répondent le mieux à vos critères. Avec Mapiol, simplifiez-vous la vie en bénéficiant de nos différentes offres et services immobiliers, notamment l'achat, la vente, la construction, la location, le financement et l'investissement. Bénéficiez également d'un accompagnement juridique expert pour sécuriser vos transactions et déléguer la gestion de vos biens en toute confiance. Également, simplifiez vos démarches administratives grâce à notre expertise. Mapiol, c'est la solution globale, accessible et transparente à tous vos besoins immobiliers. Mapiol, l'immobilier en un clic.